écoutez l'émission Apprendre à vivre heureux avec vos animateurs Estelle Borgia et Sébastien Caron. Alors, bonsoir tout le monde. Nous sommes de retour ce soir pour l'émission Apprendre à vivre heureux et le thème de ce soir, nous allons aborder le thème de l'anxiété, les crises de panique, les crises d'angoisse. Alors, je pense qu'on n'est pas toute seule à vivre certaines de ces émotions. Mon cher ami Sébastien. Non, moi je vis pas d'anxiété du tout. Alors, mais de façon régulière, je pense que tu gères bien ton anxiété. Oui, sans farce, j'ai eu un bon professeur. OK. Alors, mais ce soir, pour les gens qui sont aux prises avec ces émotions-là associées à l'anxiété, c'est pas vraiment des émotions très agréables. Moi, ce soir, je parlais à partir d'un livre qui s'appelle « Vaincre l'anxiété sans médicaments ». C'est du docteur Jérôme Palazzolo aux éditions Broquet. Moi, je vous recommande fortement de lire ce livre si vous vivez de l'anxiété parce que vous pouvez apprendre à gérer votre anxiété sans médicaments. Puis je pense que si on peut le faire, tant mieux pour tout le monde. Dans ce livre, d'ailleurs, on parle de beaucoup d'études. Entre autres, ce qu'on souligne, c'est que dès l'enfance, là, les filles souffrent davantage de troubles anxieux que les garçons. On dit même que le diagnostic, quand il est posé à l'âge d'environ 6 ans, que même à l'adolescence, jusqu'à l'âge adulte, il y a 2 fois plus de femmes que d'hommes qui présentent de l'angoisse pathologique. Quand on parle de pathologie, c'est parce que là, c'est grave au niveau de l'anxiété. On parle de pas juste une fois, pas juste une petite cause. On parle pas juste d'une émotion occasionnelle. On parle d'un trouble à ce moment-là. Alors, rapidement, juste pour dire que les filles sont 6 fois plus susceptibles de présenter une anxiété généralisée avant leur puberté. Les garçons sont plus sujets, lui, aux troubles obsessionnels. Alors, on appelle ça le TOC. Oui, exact. Et bien sûr que avec la période de puberté, après ça, entre les deux sexes, garçons et filles, ça s'équivaut. Ça se stabilise. Ça se stabilise. Les femmes sont plus sujettes que les hommes à des troubles de panique, à de l'anxiété généralisée, à l'agoraphobie et des états de stress post-traumatique. Et les femmes sont 2 fois plus susceptibles que les hommes de souffrir de phobie. Et ce qui est important, c'est que il n'y a pas de différence là dans les phobies sociales entre les sexes. Là, il y a moins d'importance là de différence entre par la phobie sociale qu'on parle. OK? Ce qui est intéressant de savoir, c'est que cette anxiété-là, on peut apprendre à la gérer. Et si on peut identifier ce soir et aider les gens à identifier qu'est-ce qui peut être pris en charge par par un médecin ou être aidé par un travailleur de la santé mentale, un psychologue ou un psychiatre, on va en parler après la pause et on fera plusieurs distinctions là quand on parle d'anxiété, d'agoraphobie, des attaques de panique. On va pouvoir faire ça comme distinction après la pause. Absolument. Encore plus puissant, encore plus présent. 103.1. Nous revenons sur notre thème de l'anxiété ce soir. La première chose que j'aimerais dire à nos auditeurs, moi j'entends régulièrement les gens disent « Moi je suis de nature anxieuse ». Ben oui, puis je l'ai même dit moi-même tantôt. Tu l'as-tu dit? Oui, devant toi. Je t'ai pas entendu. Et pourtant je le sais. Tu vois? Alors, nous allons maintenant faire éclaircir le point. Quand on parle de nature anxieuse, c'est que dans les faits, là, ça n'existe pas. Absolument. On vient pas au monde anxieux. D'accord? Alors, on n'est pas de nature anxieux. Il y a toutes sortes de phénomènes, soit des situations qui arrivent, qui font en sorte qu'ils vont occasionner de l'anxiété ou des problèmes neurologiques ou autres. Mais on n'est pas anxieux de nature. Hein? On vit ou on ressent plutôt de l'anxiété. Alors, vaut mieux exprimer, non pas que je suis anxieuse, mais je ressens de l'anxiété. Oui. Alors, si on dit « je ressens de l'anxiété », c'est déjà à émettre un mot sur l'émotion
qu'on ressent. Oui, parce que là, si je fais une parenthèse, parce que je te disais tantôt, je suis de nature à me culpabiliser. Mais en fait, je le sais très bien que c'est pas vrai. Je ne suis pas l'émotion que je vis. On n'est pas l'émotion anxiété. D'ailleurs, on la vit, mais on l'est pas. Ben, c'est un peu comme quelqu'un qui a le cancer. Est-ce qu'on est le cancer? Non. On n'est pas de nature cancéreuse non plus. On va ressentir les symptômes qui sont associés au cancer, mais on n'est pas le cancer. Toute la même chose. C'est pareil pour l'anxiété. On va ressentir les symptômes associés à l'anxiété, mais nous ne sommes pas l'anxiété. Exactement. Alors, un point éclairci, j'aimerais faire la différence maintenant entre le stress, on parle de le stress aigu et l'émotion anxiété. Quand on parle du stress régulier, là, quand on parle d'un stress, tu sais, s'il n'y a pas de stress, il n'y a pas de vie. Juste le fait là que notre organisme va s'ajuster à un agresseur externe ou interne. Exemple, à la chaleur. Ben, notre corps va réagir par entre guillemets, un stress, parce que c'est une réponse automatique qui est là, qui est instantanée, puis c'est le système qui va s'adapter à cet agresseur externe. Dans cette réponse, là, c'est sûr qu'il n'y a pas l'intervention de la pensée. Non, c'est le mot agresseur externe qui vient jouer sur notre façon de penser. L'agresseur externe, ça ne veut pas nécessairement dire que c'est un agresseur physique. C'est pas nécessairement une personne qui vient nous attaquer. Non, comme tu dis, la chaleur, c'est un agresseur externe. Exactement, la lumière, etc., le bruit. Hein? Et à partir de là, si je veux donner l'exemple là d'un automobiliste qui est coupé sur la route là. Ah, à partir de là, c'est sûr qu'une réaction instantanée. Alors, sans que la pensée intervienne, c'est sûr que l'adrénaline est libérée. Le cœur se met à battre plus vite. Le sang est détourné. Puis, bien sûr que au lieu d'aller vers l'estomac, ben il va aller vers les bras, les jambes pour combattre l'intrus ou le fuir. Hein? À partir de là, bien sûr que toutes sortes d'autres symptômes, l'élévation de la pression, il y a des quand l'adrénaline elle s'en va, bien sûr qu'on va voir quand le stress diminue, bien c'est là qu'on se retrouve les jambes molles, hein, le corps se décontracte et à partir de là on va dire que le stress est passé. Est tombé, oui. Exactement. Mais quand on parle du stress aigu ou de l'épuisement là, parlons d'épuisement professionnel. Là. C'est l'ensemble des symptômes qu'une personne va ressentir parce qu'elle est exposée à un événement traumatisant, soit ou elle ou un proche. Là, exemple, on est exposé à la mort, à des blessures graves, à la violence sexuelle ou est exposé à répétition à des événements traumatisants. Exemple, un policier. Bien, il est bien plus sujet qu'une autre personne quand on est exposé à ce genre d'événement-là à vivre ce qu'on appelle un stress aigu. Puis, ça demande à ce moment-là des interventions, bien sûr, de façon professionnelle. Ouais, plus ciblées pour pouvoir traiter ces problèmes-là. On sait que bien des symptômes qui sont associés au stress aigu. Alors, on en parle là, de l'agitation, on parle des tremblements, on va avoir beaucoup de sensations, de beaucoup être préoccupé, des pertes de contact peut-être même avec son corps, des irritabilités. Oui. Physiquement, elle est moins moite, la bouche sèche. Exactement. Mais quand on va jusqu'à la perte de poids, perte d'appétit, on fait des crises de panique, on fait de l'insomnie, c'est sûr que ces symptômes-là représentent un stress aigu. D'accord? Puis ça entraîne, c'est sûr, des comportements, bien souvent des comportements qui sont qui sont tellement intenses que la personne qui vit ces problèmes de stress aigu va avoir une tendance à vouloir fuir ces sensations-là. Puis souvent, c'est là qu'entrent en jeu les anesthésiants, les moyens de compulsion, l'alcool, les drogues et autres. Oui. Alors, quand on parle d'autres symptômes associés au stress, on va parler aussi les troubles anxieux. Est-ce que tu as déjà entendu parler du terme trouble anxieux, toi? Oui. OK. Pourrais-tu me donner quelques éléments de troubles anxieux?
Je m'autant te laisser partir parce que j'essaie de suivre dans ta feuille où ce que t'es rendu, puis suivre les pitons et ta feuille, mais pour pas avoir de la niaiseux, vas-y donc, chérie. Non, mais si on regarde les troubles, parce que les troubles anxieux sont des troubles qui sont fréquents chez certaines personnes. On va parler des attaques de panique. Ici, là, c'est parce que la personne imagine qu'il y a un danger, puis elle pense là qu'elle ne peut pas sur le coup être en mesure de se sortir de cette situation-là. Fait que c'est sûr qu'elle va ressentir des palpitations, des douleurs thoraciques. Elle peut aussi en déduire qu'elle sera pas capable de faire face à ce qui se passe et ces symptômes-là vont devenir de plus en plus fréquents. Puis ce qui arrive avec les problèmes d'attaque de panique, c'est qu'à un moment donné, parce que la personne va vivre l'attaque de panique, elle va après coup, repenser à cette attaque-là qui possiblement pourrait revenir et de craindre de revivre les symptômes, va revivre encore dans la roue de l'attaque de panique. Ouais, est-ce que ça peut être comme une routine un peu comme la colère où on s'auto-intoxique inconsciemment de cette émotion-là, de cette sensation-là et que notre corps le réclame même si consciemment on trouve ça désagréable? Oui, mais les gens font pas exprès. Mais non, c'est ce que j'ai dit, c'est inconsciemment. Exactement. Si la personne vit une attaque de panique, est appelée avec tous les symptômes qu'elle ressent à y repenser et à ce moment-là, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'elle va éviter les situations, elle va s'éloigner et bien souvent, ça va tourner en d'autres sortes de problèmes. Comme la phobie sociale, tu comprends? Alors, bien souvent, il y a plusieurs autres problèmes comme l'agarophobie, tu connais ça? Oui. Alors, peur dans les foules. Oui, de se retrouver dans un endroit où la personne, elle se voit pas en possibilité de se sortir. Mais c'est pas juste dans les foules, là. Ça pourrait être dans la voiture, dans l'avion, dans un endroit restreint. Quand elle se voit incapable de s'échapper de cet endroit-là, on va dire à ce moment-là que la personne vit de l'agarophobie. La phobie sociale, c'est une phobie, elle, qui, d'une part, la personne se voit dans une situation donnée, elle craint le jugement des autres. Elle se voit, elle pense là, qu'elle ne pourra pas supporter soit le jugement ou la présence d'une autre personne, ou se voit devoir parler, devoir s'exprimer, ou même être vue par quelqu'un. Elle se voit dans cette situation comme étant une situation invivable, insupportable pour elle. C'est ça, impuissante, mais c'est une question de valeur, là. Oui, mais la personne qui vit de la phobie sociale, c'est une personne qui ne fait pas encore ici exprès. Là, on fait pas exprès pour vivre ces troubles-là. J'ose l'espérer, en effet. Sauf que la personne souffre énormément quand on parle de phobie sociale. Un autre terme qui est employé souvent aussi, c'est les troubles obsessionnels et compulsifs. Les TOC. Les TOC. Alors, bien, les personnes à ce moment-là vivent un haut taux d'anxiété et cette anxiété-là, bien sûr, qu'elle va amener des compulsions ou des obsessions. Alors, ça là, ces TOC-là permettent à la personne, sans s'en rendre compte, de neutraliser ces sensations associées à l'anxiété. Fait que quand elle répète le geste de barrer, aller voir sa porte était barrée 3 fois, 4 fois, 5 fois, et même des compulsions, se laver pendant 25, 30, 40 minutes, même se laver 2 heures. 250 fois par jour. Exactement. Pour X raisons. Alors, ça devient obsessionnel. Alors, les gens sont obsédés par ces moyens-là. Puis, c'est parce que l'anxiété, c'est sûr que est à la base de ces troubles obsessionnels. Puis l'autre terme qu'on entend souvent, c'est l'anxiété généralisée. Alors, mais là, c'est sûr que les gens, pour déterminer, les professionnels qui vont déterminer si c'est de l'anxiété généralisée, c'est sûr que plusieurs critères à tenir compte, mais minimalement, là, faut avoir vécu au moins une période de stress pendant 6 mois, là, pour que ça soit considéré comme généralisé. Effectivement. À partir du moment où tous ces troubles-là sont présents, c'est sûr que ces problèmes-là que j'ai décrits, c'est recommandé de vous adresser à votre médecin ou à un professionnel de la santé pour avoir un diagnostic ou avoir une prise en charge. Parce que si vous avez un diagnostic pour un de ces troubles, c'est sûr qu'il est recommandé
de faire une psychothérapie. Puis à partir de là, bien souvent, avec une médication et une psychothérapie, bien sûr que les gens peuvent apprendre à s'en sortir de ces problèmes-là. Absolument. Alors, on pourrait aller à la pause et revenir après la pause, là, savoir qu'est-ce qu'on peut faire en coaching. Ah, ça m'intéresse. Une radio présente dans son milieu. Le 103.1. Nous sommes de retour sur le thème de l'anxiété ce soir. Tantôt, on parlait des problèmes de stress aigu, de troubles d'anxiété. Et bien sûr que quand on vit ces problèmes-là, vaut mieux s'adresser à un médecin pour évaluer notre problème. Mais quand on parle de coaching, on peut enseigner à moduler les inquiétudes, les appréhensions. Souvent, moi, j'utilise quand même le terme anxiété parce que les gens se retrouvent, mais on parle davantage de travailler sur les inquiétudes, sur les appréhensions. Et c'est des émotions qui sont très désagréables et que, bien sûr, que l'individu qui veut se débarrasser de ça, c'est sûr qu'il veut arriver à un plus grand calme, une plus grande sécurité, une plus grande assurance et une plus de tranquillité et sérénité sont les mots là qu'on utilise souvent comme objectif là. Alors diminuer l'intensité des émotions d'appréhension, d'inquiétude qu'on appelle souvent l'anxiété aussi, mais sous cette forme-là. Et ces émotions-là vont entraîner des intensités aussi, des sensations, des malaises et des tensions internes et certaines nervosités. On va parler des réactions physiologiques là, quand on vit cette anxiété-là de base. Là, on va parler des sensations de malaise comme des rougeurs, de l'accélération du pouls, des serrements dans la poitrine. Alors, si on a les mains moites, on a des tremblements, on a de la difficulté à se concentrer, on a peut-être des maux de tête, peut-être même un peu de migraine, peut-être que c'est des troubles plus importants, mais si ça reste dans l'ordre de l'inquiétude, des appréhensions, on peut apprendre à gérer, à moduler, à changer nos pensées parce que nos idées à ce moment-là sont centrées sur des anticipations. On anticipe. Hein? On est centré sur l'avenir. On est déjà demain. Oui, puis dans notre discours interne, là, il est exagéré. Il est amplifié, on globalise. Hein? On Parce voit que tout ça, c'est de la spéculation. On n'a jamais de preuve de tout ça, mais on le raconte comme un fait pas encore vécu. Exact. Ben, dans notre tête, là, qu'est-ce qui se passe quand on vit ces émotions-là? C'est qu'on vit ça comme un drame négatif. Puis bien souvent, là, on écarte tous les aspects qui pourraient potentiellement être positifs. Dès qu'on dit à une personne qui vit de l'anxiété, arrête de t'inquiéter, exemple, quelqu'un veut l'encourager, cesse de t'inquiéter, ben, ça peut arriver ça de positif. Non, c'est sûr que ça va être négatif. C'est sûr que qu'il faut absolument, il y a beaucoup d'obligations, des devoirs, des il faut. L'anxiété a la capacité de créer un voile dans notre cerveau qui nous empêche de comme bien interpréter la vie. Il y a comme tout le temps un gris entre la réalité et nous quand on vit de l'anxiété dans notre cerveau, qui fait qu'on les voit pas justement ces perches qui sont tendues, ces mains qui sont tendues vers nous, toutes les possibilités qui pourrait y avoir de quelque chose de positif ou de bénéfice, que là, ce voile gris-là nous empêche complètement de voir ça. Exactement, parce que nos pensées, notre discours interne, là, il est exagéré, puis il est tellement centré sur cette amplification que on voit pas les choses positivement. J'aimerais ce soir faire la distinction entre la peur et l'anxiété. C'est important de faire la différence parce que lorsqu'on vit la peur, exemple là, si vous aviez à traverser la rue en face de chez vous, une rue pas trop achalandée, ben vous allez avoir tendance à regarder chaque côté avant de traverser. S'assurer de pas se faire écraser. Oui, parce que de là,
il y a une émotion qui a suscité de regarder chaque côté. La peur de se faire écraser. Oui, mais l'idée qu'on a eue qu'une possibilité d'un danger, ça a suscité la peur. Mais dis-toi que la peur, c'est une émotion utile dans la vie parce que ça nous permet de protéger notre vie. C'est ce qui nous permet de regarder à gauche, à droite avant de traverser ou de traverser en courant si on n'a pas regardé assez vite. Puis pas juste le geste de traverser. Là. Si on n'avait pas de peur, on serait en train de boire ou manger n'importe quoi. On serait en train de marcher sur le bord d'un précipice. Alors, sans se rendre compte, on a développé des idées qu'un danger potentiel. Alors, on mesure les choses qu'on boit et qu'on mange. Et d'ailleurs, tu savais-tu que qu'est-ce qui te pousse à prendre des assurances, assurer ta maison pour le feu, le vol? Ouais, c'est l'idée que potentiellement ça peut arriver. Exactement. Alors, l'idée qu'un danger potentiel arrive nous amène à poser un geste de protection. C'est pour ça qu'on dit que la peur, c'est utile, ça nous protège des dangers potentiels. Ouais. Ce que j'aime bien, moi, dire au monde, c'est qu'une peur modérée, ça peut être utile. Mais une peur toute seule, modérée, ça peut être utile. Une peur démesurée, je vois mal comment ça peut être utile. Ben, quand on va parler de peur démesurée, c'est parce que c'est probablement que tu es en train de regarder un danger et si tu exagères le danger, là, ta peur est inutile. C'est ce que je disais. OK, voilà. alors, mais en fait... Et si je rajoute autre chose ouais. à ma peur aussi, ça devient problématique. Ben, c'est la peur toute seule, ça se gère bien. La peur accompagnée de autre chose, c'est différent. Ben là, autre chose que je pense que tu es en train de venir à l'histoire de l'anxiété. Tu sais, l'anxiété, là, c'est composé d'une deuxième émotion. Mais avant de tomber à l'anxiété, je vais regarder l'émotion qui s'appelle l'impuissance. Est-ce que tu savais que tous les jours, on ressent cette émotion d'impuissance sans que ça soit douloureux? À petite dose, oui. À toutes les fois que tu veux poser un geste, exemple, pousser un meuble à la maison qui est au-delà de tes forces, exemple, résoudre un problème physique ou d'un autre... Avec l'ordinateur, avec les connexions et compagnie. Mais dès que tu te vois dans l'incapacité de faire quelque chose, tu vis l'émotion d'impuissance. D'accord? Le problème d'anxiété, c'est parce que lorsque, pour la même situation, tu ressens de la peur et aussi de l'impuissance. Je te donne l'idée de tantôt on traversait la rue. Si je t'oblige à traverser de l'autoroute. À partir de là, il y a une circulation dense. Bien sûr que tu n'es pas juste en train de regarder chaque côté pour traverser. Ouais, tu restes sur le bord. Le pourcentage de stress vient d'augmenter. Oui, mais quand tu me parles de pourcentage de stress, c'est là qu'on va mettre les mots de l'émotion anxiété. D'accord? Parce que tu viens de voir qu'il y a un danger qui est potentiel. Oui. Celui que te fait frapper. Peut-être potentiellement impuissant devant ça. Et là, tu te vois dans ta tête incapable d'y faire face, comme on disait tantôt, impuissant face à la situation. Et c'est de là qu'on va parler de la composante de l'anxiété. Alors, ça prend vraiment les deux idées qui vont causer les deux émotions pour qu'on parle d'anxiété. Si je te mets dans une situation qui est très courante, exemple, prenons l'anxiété, tu as peur de une situation, tu vis de la gêne, OK? Qu'est-ce que la gêne? C'est que si tu vis de la gêne, c'est que tu as une idée que ce que tu vas faire est probablement pour être évalué. Fait que tu prévois déjà un danger ou un ennui d'une évaluation du geste que tu vas poser. Oui. Mon regard passe par le regard des autres à ce moment-là. Tout de suite, dès que tu as l'idée qu'il y a un danger de poser tel geste et que tu te vois incapable de faire face au jugement de l'autre, à partir de là, tu vas vivre la gêne. Et moi, pour les parents, souvent, que je rencontre, qui me disent « non, ma fille est gênée, vaut mieux peut-être ne pas exagérer sur l'intensité de la gêne en disant, au lieu de dire « ma fille est gênée »,
elle n'est pas gênée. Pour commencer, elle ressent un peu de gêne, OK? Exactement. Et à partir de là, amener la personne à comprendre que c'est pas dangereux. Si la personne se rend compte qu'il y a un danger potentiel, mais regardons si on est-tu capable d'y faire face. Oui, voilà. Puis la plupart du temps, quand on vit cette anxiété-là, on se voit incapable d'y faire face. À partir de là, bien souvent, on se trompe parce qu'on a évalué notre capacité moindre qu'on l'a réellement. Oui, on a souvent plus de ressources qu'on l'imagine. On a souvent plus de force qu'on voudrait bien le croire. Exactement. Et si les auditeurs peuvent peut-être se questionner, lorsqu'on ressent de l'anxiété, c'est qu'on se parle de façon comme la suivante. Si je me dis, s'il fallait que telle chose arrive, et on ajoute au bout, bien souvent, je pourrais pas supporter. Hein? On peut dire, ça serait épouvantable. Ça serait épouvantable, je pourrais pas vivre ça. Ensuite, on peut dire, j'ai peur que ça arrive, c'est l'enfer. Hein? Puis que dans notre tête, l'enfer, c'est, je suis pas capable de supporter ça. Et là, on va dire, je pourrais jamais, c'est épouvantable. Puis tous les termes comme c'est grave, c'est inévitable, c'est invivable, c'est catastrophique. À partir de là, c'est là, dans ces termes-là, qu'on va se causer de l'anxiété par nos pensées. Exactement. On va voir tout de suite après la pause comment on peut apprendre à changer, moduler notre anxiété pour apprendre à changer certaines de nos croyances pour justement, c'est un défi, mais il faut le faire. Absolument. Vous écoutez l'émission Apprendre à vivre heureux avec vos animateurs Estelle Borgia et Sébastien Caron. Nous sommes de retour pour continuer sur le thème de l'anxiété. Alors, tantôt, on a vu qu'il y avait des problèmes majeurs d'anxiété. On a regardé que on peut, en coaching, apprendre à gérer, moduler les appréhensions, les inquiétudes. Mais est-ce que tu savais qu'une des causes de notre anxiété, c'est souvent des croyances qui sont associées à la notion des besoins? Ouais, moi, je dirais la majeure partie du temps, notre anxiété vient de nos pensées. Oui, mais ici, la notion du besoin est super importante parce que souvent, on va prendre nos désirs, nos préférences, on va les transmettre, on va les changer pour parler de besoins. Et c'est ça qui va causer beaucoup de notre anxiété. D'ailleurs, combien de jeunes vont dire à leurs parents, « Papa, je veux un jeans, j'en ai absolument besoin, mais pas n'importe lequel. Là. J'ai besoin du jeans de 180 $. Oui. Ou le parent va dire, j'ai besoin d'une maison de telle, j'ai besoin de telle maison. J'ai besoin de temps, j'ai besoin d'espace, j'ai besoin d'aller en vacances, j'ai besoin de tellement de choses. Mais c'est ça, est-ce que j'ai besoin ou j'ai envie? Exactement. Ben, moi, je pose la question, est-ce que c'est un besoin ou c'est une préférence? Hein? Parce que souvent, nos préférences, là, quand on les transforme en besoins, ça va nous causer notre stress parce que quand on croit qu'on a absolument besoin de quelque chose, dès qu'on voit la possibilité de la perdre, quand on l'a, ou de pas l'obtenir, à partir de là, on va vivre énormément de stress et d'anxiété. Alors, faut vraiment être conscient que notre pensée de besoin joue un rôle super important dans toute cette mécanique-là. Exactement. Alors, si on est capable d'identifier dans notre tête, là, si je suis moindrement anxieux, un peu stressé, si je veux apprendre à gérer mon anxiété, la première chose à faire, est-ce que j'ai dans ma tête l'idée d'un besoin? Et il y a plusieurs questions à se poser parce qu'on parlait tantôt que la principale cause de l'anxiété, on avait dit qu'il y avait l'idée de danger qui cause la peur et il y a la deuxième idée de l'impuissance. On se voit incapable, sous terme de invivable, insupportable. Et à partir de là, ça va causer une impuissance et les deux ensemble vont composer notre anxiété.
Moi, je vais suggérer à nos éditeurs, puis d'ailleurs, j'ai apporté ici un exemple là, du livre qui s'appelle, c'est un petit recueil, un livre, c'est un guide pratique pour apprendre à être heureux. C'est glossaire des émotions, devenir maître de ses émotions. C'est un recueil que j'ai fait. Là-dedans, on retrouve toutes les émotions avec les idées, le questionnement. D'ailleurs, je vais en faire part aux éditeurs pour ce soir pour gérer l'anxiété. Mais on retrouve pour toutes les émotions. Puis, je vais mettre le lien sur le groupe Facebook Apprendre à vivre heureux. Le groupe. On va mettre le lien de ce livre-là, le Devenir maître des émotions. Et on mettra aussi le livre là, sur l'anxiété. C'est pas parce que tu y as participé, mais honnêtement, j'ai lu à peu près 250 fois d'un couvert à l'autre, et c'est un petit guide absolument merveilleux. Mais ça permet de pouvoir identifier les symptômes, identifier les idées, identifier comment s'en sortir en se posant les bonnes questions. Et c'est ça, ce soir, je veux proposer à nos éditeurs. Si vous êtes en train de vivre de l'anxiété, de l'inquiétude, alors posez-vous la question, là, sans quoi consiste le danger ou l'ennui que je m'imagine? Faudrait décrire, parce que des fois, c'est juste l'imagination qu'on a. On s'est fabulé, on est fort ces scénarios, hein. Ça, des gros scénarios de danger. Ah, oui, on aime bien ça. On est très forts, les humains. La deuxième question qu'on peut se poser, est-ce que ce danger-là, un coup qu'on l'a déterminé, est-ce qu'il est réel ou je l'ai imaginé? Ben, parce que ça aussi, ça change gros la donne, là. Exact. Parce que des fois, tu sais, on peut s'imaginer quelque chose. Exemple, l'ennui que, prenons, mon enfant va peut-être se faire frapper s'il va au parc. OK. Est-ce que le danger, il est réel? Il est potentiel. Ouais. Hein? À partir de là, on va prendre les moyens, si c'est potentiel, pour éviter que l'enfant se fasse frapper. Parce que si tous les enfants se faisaient frapper en allant au parc, il n'y aurait pas d'enfants au parc. Ah oui. Très, très bonne déduction. Il n'y aurait pas beaucoup d'enfants au parc, c'est sûr. Mais as-tu remarqué comment on s'imagine des choses? Alors, se poser la première question, c'est quoi le danger ou l'ennui? Est-ce qu'il est réel? Et si c'est réel ou potentiel, de prendre les moyens, identifier les conséquences et prendre les moyens pour, justement, éviter. Si les probabilités sont là, ben, écoutez, faut éviter ces dangers-là. Hein? On va prendre les moyens. Par contre, bien souvent, on va exagérer en disant ça serait affreux, ça serait horrible et ça serait la fin du monde. Souvent, on a tendance à exagérer les ennuis. S'il fallait que ça serait horrible, posons-nous la question, en quoi ce serait la fin du monde? En quoi est-ce que c'est si horrible que ça, oui? Souvent, là, on exagère tellement qu'on pense que la Terre va arrêter de tourner. Alors, si on se pose la question, est-ce que c'est la fin du monde? Si on exagère tant que ça, c'est-tu parce qu'on a l'impression que notre vie vaut pas la peine si on la vit juste pour nous? Ça se peut-tu qu'on ait le besoin de rajouter beaucoup pour susciter de l'intérêt dans le regard de l'autre? Ben là, tu peux me parler peut-être d'une situation où les gens sont un peu à la recherche de l'approbation, l'amour des autres, vont exagérer pour dire qu'ils font pitié, etc. Oui, etc. attirer l'attention, attirer la sympathie. Mais peut-être qu'ils ont dans leur tête besoin d'être reconnus. Oui. Je pense pas que des gens fassent ça volontairement j'ai besoin d'attention, je vais accueillir tout le monde. Je pense pas, mais peut-être que ce besoin-là, entre guillemets, incite pour être sûr d'avoir l'attention des gens, je vais en mettre plus que moins. Mais tu vois, ce problème-là serait au départ l'idée que la personne croit qu'elle a besoin de l'attention, l'approbation des autres. Tu vois? Si je reviens à nos questions pour nos auditeurs, imaginez-vous là, que face aux situations que vous croyez là, comme un danger ou un ennui, essayez de vérifier votre capacité de faire face à cet ennui-là. Souvent, on minimise notre capacité. Alors, est-ce que je suis capable d'y faire face? Hein? Et bien souvent, quand on va conclure qu'on est capable d'y faire face, déjà là, votre anxiété, votre appréhension va diminuer. Hein? C'est possible que une certaine situation entraîne certains inconvénients, peut-être même de la souffrance, mais
est-ce que on peut supporter même une souffrance physique? Oui. Bien, oui, on peut la supporter. Même une personne qui dit, moi, je suis plus capable de supporter ma souffrance. Dites-vous que si tu es encore capable de t'en plaindre, c'est que tu peux le supporter. Bien, tant qu'on est en vie, on est capable de le supporter. Oui. Ça a l'air peut-être ridicule, ce que je dis, mais pensez-y comme il faut. Si j'ai la capacité, même si j'ai une souffrance intense, j'ai la capacité de la supporter jusqu'à mon dernier souffle. Absolument. Et ça a l'air peut-être ingrat ou insensible, mais je parle par expérience parce qu'il y a 3 ans, j'étais en train de mourir. Je sais c'est quoi avoir mal. Et c'est exactement ça. Et souvent, on va se faire, toi, tu me parles d'une situation réelle, d'une détresse physique, un problème médical important, mais les gens vont se faire des idées qui sont incapables de surmonter la perte d'une amoureuse, sont incapables de supporter le regard négatif d'une autre personne, sont incapables de supporter que les autres parlent en mal d'eux, etc. On se fait beaucoup de « j'ai besoin qu'on me traite de ceci, cela ». Si ça n'arrive pas, c'est la fin du monde. Alors, revenons de façon plus raisonnable. Regardons la capacité. La première capacité que vous avez, là, si vous n'êtes pas capable de faire tout seul, peut-être vous êtes capable de demander de l'aide. Oui. Puis quand on parle de physique, là, souffrance physique, psychologique, c'est sûr qu'il y a des moyens qu'on peut prendre pour réduire. Les médecins sont là pour nous aider quand on est rendu à des périodes intenses comme... Et par expérience personnelle, je suis capable de dire aujourd'hui que même quand on dit que c'est intolérable, ben c'est encore tolérable. Puis même quand on dit que je pourrais plus aller plus loin, ben la vie nous prouve qu'on peut encore aller plus loin. Tant que tu es en vie, tu es capable d'aller jusqu'au bout de ta vie. Mais quand on est en souffrance, c'est pas des mots qu'on a envie d'entendre. Non, c'est sûr. Par contre, ce sont des mots qui sont vrais. Exact. Et c'est là. Alors, l'idée de base, c'est quelle que soit la situation que je vis, même je les identifie, moi, comme étant pénibles et difficiles, je peux même la décrire comme étant non souhaitable, mais au minimum, ce qu'on peut retenir, là, pour gérer notre anxiété, c'est se dire qu'elle est supportable, car je peux la supporter jusqu'à mon dernier souffle. Absolument. C'est pas ça que je veux, c'est pas ça que je désire. Non, mais c'est quand même la réalité, parce que à toutes les fois que je considère que ce que je vis est insupportable, je me donne pas un coup de main pour aider à le supporter. Exactement. Alors, je répète la phrase clé, là, si nos auditeurs veulent la prendre en note pour éviter de se faire de l'anxiété. Alors, quoique j'interprète cette situation comme pénible, ou même si je trouve cette situation pénible, difficile, non souhaitable, elle est supportable, et je peux la supporter jusqu'à ma mort. Soyez à réfléchir sur cette pensée-là. Et si vous ancrez cette pensée-là raisonnable, vous allez apprendre à gérer votre anxiété. On va à la pause et on revient pour la conclusion. Ma radio, ma musique. Nous sommes de retour suite à cette pause musicale. Pour mot de la fin, comme conclusion, là, j'aimerais revenir par rapport à différents moyens qu'on peut utiliser là pour diminuer justement le stress et l'anxiété. Bien sûr, apprendre à moduler ses émotions au niveau émotionnel, c'est important. Prendre la distance face à une situation. Puis aussi, on a déjà parlé de ne rien prendre personnel. Hein? C'est une façon de au niveau émotionnel. Oui, d'éviter de... Exact. Se surcharger de ces émotions-là. Puis on pourrait dire au plan physique, là, tu sais, on apprend à bien manger, faire de l'exercice, tout le monde le dit, mais effectivement, un élément important, c'est s'énergiser par la respiration. Alors, la respiration aide beaucoup à contrôler le stress. Dormir, planifier des moments de tranquillité, pratiquer du yoga, autre C'est quelque exercice. chose que j'utilise beaucoup et que je recommande souvent, la cohérence cardiaque, la marche afghane. C'est des trucs faciles, qui sont gratuits, abordables, qui sont praticables à chaque instant de notre vie. D'accord. Puis on peut aussi parler du plan spirituel, tu sais, développer des croyances spirituelles, reconnaître des moments de grâce, tu sais, de style je suis donc chanceux. Hein, quand ça va bien, se le répéter. Reconnaître les moments de grâce, je trouve ça fantastique. La gratitude. Se créer soi-même des croyances, je suis
moins pour. Rendre grâce, remercier pour la vie, hein? Apprendre aussi de donner un sens à sa vie, contempler tu sais, ça prend pas grand-chose, contempler. La contemplation, non, ça prend juste la volonté de vouloir trouver ça beau. La nature, les plantes, etc. Alors, pour terminer, quand on propose au niveau du coaching, bien sûr que si je résume, c'est apprendre à accepter les faits, le fait que se tourmenter sans arrêt, ça change rien à ce qui va arriver. Non, la réalité reste la même. Exactement. Alors, tu sais, s'en occuper sans s'en préoccuper. Hein, ça serait la phrase clé. Oui, c'est bon, j'aime bien, oui. Sans s'en préoccuper. Faire confiance, accepter que je sois souvent impuissant devant certains événements, mais accepter que ça soit ainsi. On n'a pas besoin d'avoir tout sous notre contrôle. Ça peut ne pas me plaire, mais c'est ainsi pareil. Apprendre à tenter de voir le côté positif des événements qu'on trouve incontrôlables. Des fois, on veut pas, mais tenter de voir le positif. Cesser de croire qu'il y a des choses indispensables à notre bonheur, là, les besoins. Oui, là, hein? C'est ça, fait la différence entre les envies et les besoins. Surtout, gardons en tête que face à toute situation, c'est pas la fin du monde. C'est comme c'est, même si j'aime pas ça. Je n'ai pas un besoin absolu pour être heureux. Non. Puis tout ça, ça peut avoir apprendre à gérer notre anxiété, ça va nous permettre d'apprécier la vie, ça va augmenter notre capacité de gérer nos problèmes. On va être plus créatif face à ces problèmes. Puis, bien sûr, ça va augmenter notre croissance personnelle, ce qu'on veut, hein, pour être heureux. Notre capacité d'avancer sur le chemin de la sérénité. Exactement. Alors, pour terminer, je rappelle aux gens qu'il y a le livre L'anxiété, qui s'appelle Vaincre l'anxiété sans médicaments du docteur Jérôme Palazzolo. Pardon. Il manque un lot. Oui, il manque un lot. Et il y a le guide pratique pour apprendre à vivre heureux, gérer ses émotions, devenir maître de ses émotions. C'est un livre que j'ai composé, que j'ai fait en collaboration d'autres personnes pour apprendre à gérer les émotions. Tout ça, on les mettra sur... Un petit livre de chevet que j'adore, que je recommande aussi à tout le monde. Alors, on mettra ça sur le groupe Facebook. Avec Apprendre plaisir. à vivre heureux. Nous invitons nos auditeurs à devenir membres du groupe. Ah, je pensais que tu les invitais à vivre heureux. Je les invite aussi à vivre heureux et je les invite à venir voir et poser des questions sur notre groupe Facebook. Et là-dessus, je vous souhaite une excellente semaine à la semaine prochaine. Bonne semaine, mon ami. Bonne semaine. Et juste pour toi, parce que je t'aime. Ah oui? Ah oui, pas oui? Oui, le bonheur. Il est où? Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? J'ai fait l'amour, j'ai fait la manche. J'attendais d'être heureux. J'ai fait des chansons, j'ai fait des enfants. J'ai fait au mieux. J'ai fait la gueule, j'ai fait semblant. On fait comme on peut. J'ai fait le con, c'est vrai, j'ai fait la fête, ouais. Je croyais être heureux, mais... y a tous ces soirs sans pote, quand personne sonne et ne vient. C'est dimanche soir dans la flotte, comme un con dans son bain, essayant de le noyer mais il flotte. Ce putain de chagrin. Alors je me chante mes plus belles notes et ça ira mieux demain. Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Il est là le bonheur, il est là. Il est là. Il est là le bonheur, il est là.